Merci, merci. Vous avez vraiment très très bien travaillé. Vous avez même fait beaucoup plus que ce qu'on pouvait penser. Et alors, vous nous avez, on est ébloui alors à la fois par l'intelligence de vos questions, mais aussi par le fait que vous avez pris la chose très très au sérieux en prenant pour beaucoup d'entre vous soin de poser des questions pour les deux textes. Donc c'est très bien. On ne s'y attendait pas forcément. Et donc vous avez une petite marge pour ajuster votre effort pour les prochaines séances. Voilà, c'est le petit message que je veux passer de façon subliminale. La question qu'on voulait, donc on renouvellera l'exercice chaque semaine. Alors encore une fois, on a conscience on vous demande beaucoup, hein, lire des textes qui ne sont pas faciles, comme vous l'avez par ailleurs noté pour un certain nombre d'entre vous. Vous demandez ça chaque semaine, donc ça va vous demander un effort continu. Vous avez bien noté que vous avez des jokers. Vous avez le droit de ne pas poser des questions à certaines séances. Voilà, bon, prenez soin de ça. On voudrait vous demander un petit effort supplémentaire. C'est pour nous permettre à nous de recevoir et de lire vos questions, éventuellement de nous préparer à y réagir dans de bonnes conditions. On voulait avancer un petit peu la date, enfin le moment plutôt, auquel vous auriez à nous envoyer ces questions. Donc on dit alors 19h, 20h. Donc pas dimanche soir minuit, mais dimanche soir 20h. Voilà. Ça nous permettra de les collecter de façon plus confortable et ensuite de les lire nous-mêmes, de les transmettre aussi à la personne que vous aurez, qui fera la conférence. On voulait vous demander aussi, vous annoncer qu'on avait l'intention de faire circuler entre vous aussi le fichier de questions. Je pense que c'est quelque chose qui... Enfin, c'est intéressant de voir aussi comment vos camarades pensent, les réactions que vous avez eues, de penser aussi, voir les questions. Alors on va aussi en parler de ces questions là tout de suite, donc vous allez avoir une petite idée. Est-ce que... moi, je pensais les anonymiser. Barbara me disait que ce n'était pas forcément la peine. Est-ce que vous avez... Si, anonymiser. Je sens les gens qui n'assument pas. Mais non, encore une fois, vous n'avez pas de souci à vous faire. Mais cela dit, non, mais moi, c'est comme vous voulez. Hein. Plutôt anonyme ou plutôt pas anonyme? Anonyme, levez la main. Anonyme. Voilà, bon, on va anonymiser. Parfait. Voilà. Donc, voilà. Alors, on n'a pas réglé dernière chose de logistique. On n'a pas complètement réglé le problème de la salle. Hein. Enfin, vous avez vu qu'on est aujourd'hui dans la même salle que la dernière fois, mais le conflit avec les camarades n'est pas entièrement réglé. Pour les derniers arrivés, vous êtes bien au séminaire Savoir en société et non pas violence politique. Donc, normalement, on devrait régler le problème définitivement. Enfin, je veux dire, au moins, on devrait avoir une idée pour toutes les semaines à venir où on sera très rapidement. Donc, on vous l'écrit dans la semaine et idéalement, on sera ici. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va commencer. Donc, bonjour encore une fois. Donc, c'est une séance qui est un peu spéciale parce que nous n'avons aujourd'hui pas d'invités. Et que c'est donc, par ailleurs, nous devons excuser Anne Rasmussen qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui. Donc c'est une séance qui sera animée par Barbara Glovzeski et moi-même, Nicolas Henkes. Séance qu'on a voulu aussi, à laquelle on a voulu donner un tour plus réflexif, moins magistral que les autres séances de ce séminaire. Séance qu'on a voulu aussi être réactive à une actualité dans le débat sur les savoirs, alors sur la construction des savoirs, puisque c'est le titre que nous nous sommes donné pour cette séance. Et donc, on va l'organiser de la façon suivante. On va chacun d'entre nous prendre la parole pour un moment relativement court, une demi-heure, pour un peu introduire notre point de vue sur cette question de la construction, de la déconstruction des savoirs, donc des points de vue, vous le verrez, qui seront très différents. Et puis après, on aura un moment pour discuter, alors à partir de éventuellement ce que nous aurons dit aujourd'hui ou des questions que vous nous aurez transmises ces derniers jours, que nous vous invitons à reprendre aujourd'hui de vive voix en nous interpellant, en nous les redisant. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Barbara. Alors oui, moi je suis vraiment très impressionnée. Il y a plus d'une quarantaine de personnes qui nous ont envoyé des questions. On n'a pas évalué combien de pages ça faisait, mais c'est très important parce qu'il y a eu des développements passionnants. Donc ce matin, j'ai essayé de tenir compte de vos questions pour essayer d'y répondre, pas forcément pendant la demi-heure à tout le monde, mais peut-être dans la deuxième partie.
Mais aussi, il y a certaines questions, notamment sur l'autochtonie, qui seront particulièrement traitées et vous pourrez les reposer à Irène Bélier. Je lui ferai part d'ailleurs de vos questions par rapport au peuple autochtone pour sa séance. Et puis, il y a aussi une question qui sera tout à fait d'actualité pour une autre invitée, Sophie Houdard, sur les questions d'échelle, etc. Bon, alors, on a dit que c'était une séance comme ça plus subjective aujourd'hui. Donc, je vais commencer pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà, ça fait sauter les micros. Voilà, à me présenter un peu. Donc, je suis anthropologue. J'ai commencé à travailler en Australie en 1979 avec des aborigènes dans le désert central. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai dû cumuler une douzaine d'années de terrain. Je m'y suis mariée et j'y ai accouché de mes 2 filles, dont la grand-mère était aborigène. Alors, j'ai fait mes études dans les années 70 dans 2 universités qui ont été délocalisées depuis. La première, Paris 7, était à Jussieu et venait d'être créé le département d'anthropologie par Robert Jolin, qui s'était fâché avec Lévi-Strauss et déjà appelé à être sensible à ce qu'il avait repris comme concept sur l'ethnocide, à un autre anthropologue qui travaillait au Vietnam, et donc notamment avant et pendant la guerre d'Indochine. Et donc, il dénonçait l'ethnocide, c'est-à-dire le meurtre d'ethnie, de peuple. Et dans sa posture déjà vis-à-vis du structuralisme de Lévi-Strauss, cet engagement dans l'enseignement dans l'anthropologie, qui était à l'origine de la création de ce département à Paris 7, qui se trouvait à Jussieu, était déjà une problématique au sein des sciences sociales. Donc il y avait des gens qui trouvaient que ce n'était pas scientifique que de s'intéresser à cette forme d'engagement et de la poser à l'intérieur même de l'enseignement. Or, il se trouve que déjà dans les années 70, les peuples concernés par donc l'ethnocide et aussi la dénonciation de leur sort en tant que colonisés avaient commencé à prendre la parole, et particulièrement les peuples autochtones. Et nous avions la chance à Paris 7 de recevoir régulièrement, dans le cadre de nos enseignements ou à côté, des Amérindiens des plaines, par exemple, qui venaient nous parler de leur lutte et qui venaient déjà nous interpeller sur le rôle de l'anthropologie et des sciences sociales en général, en histoire, en géographie, mais particulièrement des anthropologues, en tant que discipline qui était née de la colonisation, avec des anthropologues qui avaient plutôt travaillé pour l'État colonial que pour les populations elles-mêmes, et du fait qu'il n'y avait pas de retour de toutes les données qui avaient été collectées, et qu'eux souhaitaient se réapproprier tout ce qui avait été écrit et dit sur eux, et aussi avaient commencé à critiquer certaines interprétations avec lesquelles ils n'étaient pas d'accord. Donc, bien évidemment, à Paris 7, dans le département de Jolin, où enseignaient des gens extraordinaires comme Michel de Certeau, philosophe et historien des religions, comme Jean Toussaint de Santi, philosophe des mathématiques, comme Daniel Siboni, psychanalyste, Jean Harlot, réalisateur, bon, des tas de gens, la nièce de Lénart, Roselyne Lénart pour la Nouvelle-Calédonie, enfin, Jean Monod, qui a d'ailleurs été le seul maître de conf à quitter son poste et pour aller vivre dans les Cévennes sans électricité, formidable poète et peintre, mais qui restait ethnologue aussi dans son écriture avec des formes expérimentales. Bref, nous avions, c'était bouillonnant d'informations et de réflexions que je considère comme scientifiques, si l'on accepte que les sciences humaines et sociales, telles qu'elles sont appelées en France, sont des sciences. Parce que, par exemple, dans l'univers anglo-saxon, notamment en Australie, et comme je travaille en Australie, j'ai eu souvent affaire à ça, on nous a souvent fait remarquer que l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la philosophie n'étaient pas des sciences à proprement parler, mais étaient des humanités. Donc ça, c'est le débat sur lequel aussi repose aujourd'hui, enfin depuis maintenant, avant le confinement et particulièrement depuis le confinement, la posture de certains de nos collègues, y compris à l'EHESS, qui dénoncent comme non scientifique ce qui s'appelle les études.
que ce soit les études culturelles, les études subalternes, les études décoloniales, les études de genre, et ensuite les études de whiteness, la blanchitude, des études de blackness. Enfin, bref, on peut comme ça, selon les pays, notamment dans le monde anglophone, mais aussi dans l'Europe du Nord, qui est très avancée sur ces questions-là. Voilà. Et puis, bien sûr, chez nous, les études environnementales, qui sont le parcours 3 de savoir en société. Donc, se pose la question, plutôt que d'essayer, à mon avis, mais peut-être que Nicolas n'est pas d'accord, on pourra en parler tout à l'heure, de défendre la catégorie science, au sens d'ailleurs où elle est discutée dans le texte que tu as recommandé, de Hacking, plutôt que d'essayer, il y a d'ailleurs eu un commentaire très intéressant d'un étudiant là-dessus, que les catégories ne doivent pas être figées, donc on doit les rendre plus flexibles. Et donc, il y a deux manières de faire. Soit on ouvre les sciences en disant que ce qui est le discours officiel international de l'ONU, de dire que les savoirs autochtones sont des sciences indigènes. Okay, donc ça, c'est un courant, de dire que tous les savoirs, donc populaires, dès lors qu'ils sont inscrits dans une civilisation, une culture, une connaissance particulièrement de leur milieu, ce qui a donné en anthropologie l'ethnobotanique, l'ethnozoologie, l'ethnoastrologie, l'ethnoéconomie, etc. Que tous, mais regardez bien le mot qui va derrière ethno, ce sont toujours nos divisions. Or, vous savez très bien que la plupart de ces peuples-là, justement, ne découpent pas leur réel en opposant le milieu aux animaux, aux plantes, etc. Ils peuvent avoir leur catégorie, c'est très important. Mais voilà, donc il y a ce courant-là qui consiste à dire, bon, voilà, les savoirs populaires, qu'ils soient autochtones ou autres, locaux, sont des sciences. Et puis, il y a un autre courant qui existe par tradition dans l'académie, qui est de dire que ce que nous appelons les SHS, les sciences humaines et sociales, eh bien, en fait, n'ont pas à revendiquer le statut de science. Ce sont des humanités et ce n'est pas pour ça que ce n'est pas des savoirs. Voilà, ce serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Alors, la deuxième université où j'ai eu la chance d'aller, cette fois-ci, j'étais inscrite en j'étais inscrite en cinéma, option philosophie. Eh bien, c'était aussi un campus qui a été délocalisé depuis. Donc, c'était le fameux Paris 8, qui n'a existé que 10 ans. Après mai 68, a été très vite construit en quelques mois. A existé 10 ans et a été aussi démantelé en quelques mois au bout de 10 ans, au milieu du bois de Vincennes, voilà, et qui aujourd'hui est à Saint-Denis. Mais ce n'est pas tout à fait la même ambiance que l'époque. Ça, vous pouvez rechercher en ligne des films sur Paris 8. Pour moi, ça a été extrêmement important aussi de fréquenter, de suivre. C'était plus que des enseignements, c'était de traverser toutes les discussions qui avaient lieu là, qui ne donnaient pas forcément lieu à un diplôme. Bon, moi, j'ai une maîtrise de cinéma option philo, en suivant les cours notamment de Deleuze, où Guattari était dans la salle, qui était bondée, les gens étaient assis les uns sur les autres, et même à l'extérieur, il y avait un haut-parleur pour qu'on puisse entendre. Donc voilà, on m'avait donné à lire en philo dès la terminale l'anti-Oedipe, donc voilà, c'est pour ça que j'avais choisi d'aller écouter, de suivre les cours de Deleuze. Donc, mais surtout, il y avait là, il y avait Foucault qui enseignait, il y avait Lacan qui est passé par là aussi, il y avait des tas de gens, c'était extraordinaire le bouillonnement. Ils pouvaient aussi parler dans d'autres lieux à Paris, et on courait comme ça d'un lieu à un autre parce que tout était en auditeur libre, voilà, on n'avait pas besoin de cartes, et beaucoup de gens étaient dans les séminaires sans forcément chercher à avoir un diplôme. Et donc le plus important aussi, très important, c'est que c'est de là que part, je vous ai cité quelques noms, ce qui a été appelé dans le domaine anglophone, les French Studies, oui, les études françaises. Et c'est parti au départ de la littérature. Et c'est dans la littérature, dans les pays anglo-saxons, que les French Studies ont commenté en français, puis très vite traduit en anglais, tous ces penseurs français qui ont inspiré ce qu'on appelle la philosophie de la différence, des différences. La valorisation politique des différences. Et c'est précisément aussi contre cela que certains de nos collègues s'érigent aujourd'hui en voulant balayer toutes les formes d'études comme étant soi-disant quelque chose qui nous viendrait des États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que s'il y avait un système d'études
non pas revendiquées comme science, mais comme études, humanité, aux États-Unis, les French Studies sont par définition inspirés par tous ces auteurs français. Alors, je vous ai cité que des hommes pour l'instant, parce que dans les French Studies, il y avait beaucoup de femmes françaises, Monique, qui ont participé donc au mouvement de libération des femmes et à leurs conflits, comme Monique Wittig. Il y avait, dont d'ailleurs quelqu'un a fait un commentaire là-dessus, merci. Et donc, il y avait Hélène Sixou, il y avait Kristeva, bien sûr. Il y avait... il me manque un nom là que je voulais commenter. Bon, il y avait Antoine Fouque qui a depuis créé, avec son groupe Psychépo, Psychanalyse et Politique, les éditions des femmes. Et il y avait Lucie Rigouet. Voilà. Alors, Irigaray. Je vais enlever un R. Et c'est le R du art, c'était tout un art. Donc, toutes ces femmes n'étaient pas d'accord entre elles au niveau théorique. Il y avait aussi là une tension très grande entre... Vraiment, je résume, je m'excuse, mais vous re-regardez tous ces textes et vous verrez tous les débats que ça a suscité depuis. Mais ce qui était très important à l'époque, c'était que d'un côté, il y avait des féministes qui pensaient que l'égalité des femmes passait par le fait que tout sur le modèle des droits de l'homme, mais qui nierait toutes les différences entre hommes et femmes, et particulièrement, à la suite de Simone de Beauvoir, donc que les femmes étaient comme des hommes, avaient les mêmes droits parce qu'elles étaient comme des hommes. Et à l'inverse, donc plutôt Lucie Rigouet, décidément, c'est parce que je pense à Gay, Irigaray, qui, de ce côté-là, valorisait quelque chose de la féminité. Voilà. C'était aussi le cas d'Antoinette Fouque, d'une manière différente. Et ça, c'est important parce que c'est des questions qui sont absolument pas réglées de nos jours, aussi bien dans le mouvement féministe que aussi dans toute l'histoire et le renouvellement de l'écoféminisme. L'écoféminisme commence dans les années 60 avec Françoise de Bonne, française aussi, alors bien lue par des écoféministes et des féministes aux États-Unis, mais qui n'ont été parfois... Ces références françaises ont parfois été oubliées à la troisième génération. Et le résultat, c'est que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes ici pensent effectivement, maintenant c'est difficile parce qu'on a beaucoup reparlé de Françoise de Bonne, qui était par ailleurs même une activiste dans l'action, je veux dire, de sabotage, mais qui ne savent pas en fait qu'il y avait cette ébullition et tout ce mouvement. La même chose pour ce qui est des études décoloniales. Moi, quand j'étais en fac, donc dans les années 70, on nous faisait lire Frantz Fanon. Mais là, ces 10 dernières années, on nous dit que Frantz Fanon est revenu en France par les États-Unis. Voilà, donc il y a eu une espèce d'amnésie dans la transmission. Voilà, c'est sans doute notre faute, mais le problème de la transmission, c'est quelque chose qui est planétaire en fait. On a été très sensible en anthropologie au fait que les traditions ne se transmettaient pas dans les sociétés qui avaient été colonisées, particulièrement chez les peuples autochtones. Et puis, il y a eu beaucoup de textes critiques là-dessus en disant les jeunes, ça ne les intéresse pas parce qu'ils sont rentrés dans une autre économie ou dans la religion, ou ils veulent des téléphones aujourd'hui, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. D'une manière générale, en Occident aussi, nous avons beaucoup de mal, en fait, à transmettre. Et pourtant, on a les universités, on a les livres, on a tout, mais il y a quelque chose qui parfois ne passe pas et qui peut passer très vite. Enfin, qui passe pas parce que, même chez certaines jeunes féministes, on entend oui, mais enfin, les féministes des années 70, c'était autre chose. Nous, aujourd'hui, on a d'autres problèmes. OK, mais on a beaucoup à apprendre de toutes ces luttes des années 70 dans le monde entier et particulièrement aussi dans les rapports entre l'Est et l'Ouest. Et là, aujourd'hui, il y a des gens qui découvrent à toute allure, à cause de la guerre en Ukraine, des enjeux qu'ils ne connaissaient absolument pas, qui dans leur esprit étaient juste l'héritage d'un monde qui était bipolarisé avec la guerre froide, etc., à l'Est et l'Ouest, et qui ne savaient pas, par exemple, que le mouvement de mai 68 avait commencé dans les pays de l'Est soviétisés avant qu'il y ait les manifs à Paris ou à Berkeley. Bon, ça c'est un autre sujet. Alors, dans les
je vous ai demandé de lire 2 fois 10 pages. Bon, c'était dans un fichier qui était plus gros. Certains ont sans doute lu les autres choses qui étaient avant, entre les 2 extraits et après. Mais bon, je vous encourage surtout à lire le livre parce que vous avez compris, c'est très dense. Et que donc, le livre « Réveiller les esprits de la Terre ». C'est très dense. Pourquoi ? Parce que, comme certains l'ont fait remarquer d'ailleurs, moi, je n'ai pas une manière d'écrire traditionnelle. Je travaille de manière rhizomatique. Le rhizome, c'est la manière dont poussent les ignames et qui est devenu un concept chez Deleuze et Guattari, hein, de se balader en association dans une espèce de cartographie dynamique, de revenir sur certaines choses, etc. Alors, ça plaît à beaucoup, puis à certains, ça ne plaît pas. Mais en tout cas, c'est pour moi la seule manière, méthodologiquement, d'arriver à faire comprendre qu'il y a des liens entre les choses qui ne s'organisent pas de manière structurée, de manière hiérarchique. Hein, et que justement, il faut aller de l'avant, en arrière, repartir à droite, bifurquer à gauche. Et de cette façon-là, on arrive à faire ce que Deleuze et Guattari appelaient des diagrammes pour réfléchir. Et je suis sûre que certains d'entre vous font comme ça des petites cartes plutôt que avant d'écrire, par exemple, un essai pour s'y retrouver entre les éléments qu'il y a entre les choses. Voilà. Alors évidemment, c'est un défi dans un livre qui est par définition continu avec un début et une fin d'adapter cette méthode. Mais voilà, j'y travaille depuis très longtemps et je dois dire, par rapport aux différentes questions qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, dans les années 90, quand sont apparues la possibilité de l'hypermédia dans l'écriture, qui aujourd'hui est courante avec l'Internet, puisque vous lisez un texte et s'il y a un mot qui a un lien, vous cliquez dessus, vous partez ailleurs, eh bien, ça n'existait pas comme manière de faire hein, en Occident. Mais moi, je dis, ça existait chez les aborigènes à l'oralité. Et par leur fonctionnement, par leur utilisation des rêves. Donc ça existait en réalité dans le monde entier, puisque nous rêvons tous. C'est juste qu'on a, avec la psychanalyse, on a un peu oublié de travailler nos rêves de manière réticulaire. Voilà. Alors, donc, la question des femmes, la question des peuples autochtones, c'est ça qui m'a personnellement convaincue dès le départ qu'on ne pouvait pas séparer la science, les études, l'anthropologie de l'engagement. Et l'engagement, qu'est-ce que ça voulait dire pour moi ? Très concrètement, pour pouvoir partir sur le terrain, je me suis adressée directement à une organisation aborigène, parce que les aborigènes venaient de gagner une revendication territoriale. La loi l'avait permis en 1976 de faire des revendications. Donc, il y avait la première qui était gagnée, c'était les Walpiri. Et donc, j'ai demandé à cette organisation qu'est-ce que je pouvais faire en tant qu'anthropologue, puisque justement les Amérindiens nous disaient il faut que vous soyez utiles si vous voulez travailler avec nous. Il faut que vous fassiez des choses qui sont utiles pour nous à partir de votre discipline. Je disais qu'est-ce que je peux faire ? Et donc j'ai été invitée par cette organisation aborigène, je le raconte dans un autre livre qui s'appelle Les rêveurs du désert, qui était sorti en 89, mais qui est régulièrement republié par Actes Sud. Et donc j'ai demandé qu'est-ce que je peux faire d'utile. Et l'organisation m'a dit on en a assez qu'on nous présente comme des victimes. Tu vas aller dans la première communauté qui vient de gagner une revendication territoriale et tu vas témoigner. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que donc, je suis arrivée à la Djamanu dans le désert central en 79. Et là, on m'a dit, et en plus, tu as travaillé avec les femmes. Parce qu'on sait très bien que les femmes, on a nié leur rôle dans l'analyse en anthropologie classique. Et ça, c'est ce qu'on nous apprenait au département de Paris 7 aussi. Tout ce courant mondial des études en anthropologie qui s'appelaient les Women Studies à l'époque, et pas les Gender Studies, qui venaient questionner ce qu'on appelait le biais male bias dans l'interprétation en anthropologie jusqu'aux années 70. Aujourd'hui, il y a à nouveau des chercheurs en France qui vont reprocher qui vont se moquer de cette critique des années 70 du biais mâle, hein, en disant que les personnes, femmes ou hommes, qui ont critiqué le male bias, en fait, ont créé un female bias, un biais femelle. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, bien qu'il y a un peu de tout. Il y a effectivement aussi des personnes qui écrivent et qui tirent vers vouloir inverser le patriarcat en matriarcat. On sait
par tous les travaux extraordinaires en anthropologie que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La matrilinéarité, la matrilocalité sont des choses qui ne sont pas forcément du matriarcat et qui n'en ont pas moins de pouvoir dans la société pour rééquilibrer les rôles des hommes et des femmes. Il y a même un travail récent qui vient de sortir, enfin une étude récente à partir de l'ADN, qui montre qu'en réalité, comme il y avait plutôt une patrilocalité, c'est-à-dire les femmes devaient quitter leur localité pour aller suivre leur mari chez eux, eh bien en fait les femmes étaient beaucoup plus nomades que les hommes. Et du coup, avec leur nomadisation, ça se voit non seulement au niveau génétique, mais avec les outils qu'elles amenaient, les techniques, les pratiques, les langues. Voilà, c'est pas du tout l'image que l'on a l'habitude des femmes, que l'on assigne à la maison, hein, et à la sédentarité. Donc il y a plein de conséquences, alors pour le coup scientifiques, qui touche à d'autres disciplines quand on commence à questionner ces biais dans l'interprétation des activités humaines. Ça ne fait pas encore une demi-heure? D'accord. Alors, donc, il y a quelque chose que certains d'entre vous aussi ont souligné en posant des questions. Oui, ça c'est mieux? Ah, bah, bon, bah, j'espère que pour... Bon, que l'audio est bien passé sur l'enregistrement. Bon, alors, voilà, c'est la question de l'enjeu de appropriation culturelle et réappropriation culturelle. Donc, vous avez déjà compris que les Amérindiens qui venaient à Paris 7 dans les années 70, hein, sur le campus de Jussieu, parlaient d'appropriation culturelle, de réappropriation culturelle. À l'époque, on ne disait pas ré. Eux, ils disaient qu'ils voulaient s'approprier leur savoir et pour pouvoir critiquer, d'une part pour avoir accès à des données sur des choses qui ont été détruites et qui souvent, par exemple comme en Australie, ont aidé les populations concernées à avoir des arguments historiques pour défendre leurs revendications territoriales. Parce qu'on leur demandait de montrer quelles étaient leurs pratiques et leurs usages qu'on leur avait interdit de faire de par les politiques. Donc coloniale ou post-coloniale, enfin s'il y a une post-colonialité, peu importe, enfin je veux dire, dès lors qu'on considérait plus... De toute façon, en Australie, on ne parlait pas de colonisation, hein, c'est maintenant qu'on en parle. Bon. Et du point de vue de l'État. Donc, le fait de se réapproprier donc, leur culture, c'est une double chose. C'est avoir accès aux données. Il y a quelqu'un ici aussi qui a fait remarquer, pour la Mongolie, où c'était très très difficile d'accéder à des données universitaires et aux différents débats qui peuvent y avoir en Occident ou d'ailleurs dans d'autres pays du Sud, le fait qu'il ne faudrait-il pas commencer par donner accès à toutes ces ressources et donc à former dans ces communautés. Et ben, c'est de fait ce que beaucoup d'ethnologues ont commencé à faire depuis fort longtemps, selon les communautés où ils étaient, non pas en arrivant en experts et en professeurs, mais juste à partager des informations. Donc moi, par exemple, quand je travaillais particulièrement dans le nord-ouest de l'Australie, où vraiment, c'était pas du tout la même chose que dans le désert, où le contact a été plus tard, mais où il n'y avait aucune donnée accessible parce que la plupart des ethnologues étaient allemands. Eh bien, j'ai demandé à une amie allemande de traduire, je veux dire sur des cassettes, les textes allemands qui étaient disponibles à la bibliothèque de Berlin et aussi d'autres archives qu'elle a été demandée à un des ethnologues allemands qui avait presque 90 ans. Et donc toutes ces cassettes, on les a partagées avec les gens concernés dans leur lutte territoriale. Et donc c'était un bonheur de retrouver ces infos en tant que données. Et après, le deuxième aspect de la réappropriation culturelle, c'est la capacité à critiquer leur interprétation ou même à montrer qu'il y a des données fausses. Je vous donne un exemple. En Australie, le fondateur de l'anthropologie britannique, Radcliffe Brown, débarque donc, c'était le premier à avoir une chaire d'anthropologie, donc forcément les liens sont toujours là, hein, avec la couronne d'Angleterre pour l'Australie, mais à cette époque-là, donc c'était tout frais autonomisé en tant qu'État. Et donc, il débarque à l'invitation d'une journaliste, Daisy Bates, qui va lui organiser son terrain
Et puis, il est un peu inquiet parce qu'il y a quand même beaucoup de violences coloniales vis-à-vis des aborigènes, hein, qui ne sont pas armés avec des fusils pour se défendre. Donc, il a un peu peur d'aller en brousse. Donc, finalement, ils font un compromis, elle l'emmène en prison. Et c'est là qu'il va recueillir des témoignages à partir desquels il va construire toute sa théorie de la parenté. Et il va en sortir de cette théorie ensuite en comparant des données envoyées par des missionnaires, par des observateurs, des explorateurs, etc. Il va dire que la majorité des sociétés en Australie, hein, il y a plus de 200 peuples de langues différentes, sont patrilinéaires. Et ça, c'est une catastrophe pour les revendications aujourd'hui, parce que faites-vous, si c'était le cas, de tous les aborigènes descendants dont la mère a été violée, ou bien a eu une histoire d'amour avec un non-aborigène? Ne sont-ils plus aborigènes? Au Canada, oui, la loi ne reconnaît plus ça. Hein, où ça marche dans un sens, mais pas dans l'autre. En Australie, c'est reconnu par la loi en général, que l'on reste, que tant qu'on est métis, on peut revendiquer son aboriginalité. Certains d'entre vous penseront que c'est bizarre, mais de revendiquer quelque chose qui est perçu comme de l'ordre d'une culture ou d'une race qui différencie des autres. Pour eux, c'est essentiel. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, en Australie, les aborigènes, métis compris, ne constituent pas plus de 3-4% de la population. Ça dépend comment on compte. C'est-à-dire ceux qui se revendiquent. Il y en a beaucoup qui, jusqu'aux années 90, jusqu'à ce qu'il y ait une loi ça s'appelait les Stolen Generations, les générations volées. Donc justement, sur cette politique dite de blanchiment, on enlevait systématiquement et violemment, hein, les enfants métis à leur famille pour qu'ils soient élevés comme des blancs, mariés entre eux à plus blancs qu'eux, pour que la couleur de peau fasse disparaître l'aboriginalité. Face à une histoire qui a de cet ordre-là, qui a duré jusqu'aux années 70, il est bien évident qu'aujourd'hui, des aborigènes qui sont blancs de peau au bout de 3 générations, comme mes filles par exemple, eh bien, se revendiquent aborigènes dans la logique politique australienne. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes du même ordre que ceux qui secouent en France les débats sur racisé, pas racisé, enlever ou pas race de la Constitution, est-ce que ça résout le problème des discriminations, bon, tous ces enjeux, hein, dont vous parlera, j'espère, Malcolm Ferdinand, puisqu'il il est programmé, mais bon, il est encore sous réserve parce qu'il n'est pas sûr d'être libre ce jour-là. Et donc, ces questions continuent à nourrir des conflits qui sont très venimeux, très pénibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça maintenant, mais ça n'empêche pas que la réappropriation culturelle a eu des effets extrêmement positifs sur la reconstruction des savoirs et des sciences. On peut en parler dans la deuxième partie. Ensuite, donc ça c'est la réappropriation. Oui, dans la réappropriation culturelle, il y a un dernier point que je commente très brièvement dans l'extrait que je vous ai fait lire, c'est l'entre-soi. C'est le fait que politiquement et psychologiquement, collectivement et individuellement, on a besoin de se retrouver entre soi, comme par exemple des femmes violées, des alcooliques, et donc vous pouvez étendre à des femmes qui sont que noires, afrodescendantes, mais des hommes qui ne sont que homosexuels, pour discuter de certaines choses entre eux. Et donc effectivement, ça a eu un impact en Nouvelle-Zélande, par exemple, ce qu'on appelle les Maori Studies, les études maoris. Les études maoris, comme toutes les études derrière lesquelles il y a un nom de culture, au départ, ce n'était que des non-concernés qui enseignaient. Il était hors de question qu'un Maori intervienne aux Maori Studies, d'accord ? Ou que dans les études océanistes, ce soit des Océaniens qui parlent pour l'Océanie. Ce n'était que des anthropologues qui venaient de loin. D'accord ? Donc, c'est contre cet état de fait des départements universitaires que les études culturelles spécifiques à un peuple, en Nouvelle-Zélande, parce que ça ne s'est pas fait partout, dans d'autres pays, il y a des gens qui ont essayé, ça n'a pas forcément marché, on dit, bon, il faut maintenant qu'il y a des Maoris qui ont des diplômes, c'est les Maoris qui doivent enseigner à l'université, et que les Maoris. Et donc, ça a pris quelques années, effectivement.
Ça a beaucoup dérangé certains universitaires, mais en réalité assez peu en Nouvelle-Zélande, qui étaient patients, qui étaient des spécialistes, historiens, géographes, anthropologues des peuples maoris. Et donc, au bout de quelques années, les universitaires qui étaient montés en grade, puisqu'ils étaient rentrés comme chargés de recherche, maîtres de conf, enfin l'équivalent, lectures, qui sont devenus professeurs, ont invité les non-maoris à les rejoindre dans le département des Maori Studies, parce qu'ils étaient prêts et qu'ils avaient besoin d'alliance. Alors ça, c'est vraiment la notion d'alliance. Il y a quelqu'un qui aussi a posé cette question. L'alliance n'est pas un risque d'essentialisation, c'est exactement l'inverse. Je n'ai pas le temps là de développer dans cette première demi-heure, mais c'est exactement ça que je défends. C'est-à-dire que par les alliances, les différences et les singularités des différents acteurs sont préservées. Alors la question se pose de manière extrêmement crue aujourd'hui par rapport à l'Ukraine. Parce que vous savez très bien qu'il y a aussi bien la société civile qui est en soif de démocratie qu'elle a déjà connue, et puis il y a des mouvements d'extrême droite qui sont aussi engagés dans la guerre contre l'invasion russe. Et donc en ce moment, il y a ce qu'on appelle une alliance objective. Tout le monde a le même ennemi. Et en ayant le même ennemi, on oublie ces différences qui sont des différences politiques. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? C'est une autre affaire. Mais en réalité, vous le savez très bien, dans n'importe quelle lutte, aujourd'hui, là, même dans l'Hexagone ou dans les Outre-mer, il y a sans arrêt des alliances objectives. C'est-à-dire que c'est l'objet qui est en face qui détermine que l'on lutte ensemble, alors qu'on n'est pas du tout d'accord, mais même à l'opposé, et politiquement, et sur certains enjeux très profonds, de rapport au monde, d'accord? Et c'est ce qui a fait exploser en partie la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont je parle, c'est le 6e chapitre de mon livre. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de ZAD, c'est juste que ce n'est plus la même population. Certains sont restés, certains sont partis, des nouveaux sont arrivés, ce qu'ils font est formidable. Et le livre est sorti en juin 2021 et depuis, ils ont fait énormément de choses, y compris participer et même initier en partie le réseau Soulèvement de la Terre que vous pouvez suivre en ligne. Bon, on peut ne pas être d'accord avec ces démarches-là, mais voilà, ça c'est un courant. Ceci dit, il peut très bien y avoir des gens qui ont participé à la lutte pour l'abandon de l'aéroport qui ne partagent plus les idées des zadistes actuels. D'accord ? Bon, alors voilà, l'Ukraine nous pose la même question. Une dernière chose, voilà, c'est la question, donc ça c'est les deuxième extrait que je vous avais demandé de lire, sur les droits de la terre et des fleuves. Qui est au courant des luttes qu'il y a actuellement, et d'ailleurs certaines défendues par Soulèvement de la Terre, avec des actions contre les méga-bassines, pour défendre la Loire comme personnalité juridique, ou la Seine, ou le Rhône, ou bien même le Tavignano en Corse, qui est déjà reconnu comme vivant. Et ça a été en partie inspiré de la Nouvelle-Zélande avec la victoire d'une alliance entre des Maoris et des non-Maoris habitants de la Wanganui, le fleuve Wanganui, pour reconnaître le fleuve comme entité vivante, donc pas juste personnalité juridique, parce que même les compagnies industrielles sont des personnalités juridiques. Ce n'est pas ce statut-là qui est intéressant, mais comme personnalité vivante, comme personne vivante. C'est-à-dire à la manière dont le disent les Maoris, à la manière dont le disent les aborigènes du Victoria, qui ont gagné quelque chose d'équivalent pour la Birrarung, qui est un fleuve dans le Victoria, dans le sud de l'Australie. De la même manière qu'il y a eu des dizaines de reconnaissances de fleuves en Amérique du Sud. À l'heure actuelle, il y a une tentative qui se discutent, parce que tous les Amérindiens de Guyane française, où j'ai un chapitre dans le livre aussi sur la Guyane française, ne sont pas d'accord, forcément, mais pour reconnaître le Maroni, menacé par l'orpaillage clandestin et l'orpaillage industriel, complètement empoisonné par le mercure et maintenant le cyanure, qui met en danger la population humaine, non humaine, les eaux et la forêt. Eh bien, donc voilà, il y a une tentative d'essayer de répondre à ce problème de défense du fleuve Maroni, qui est en plus une frontière avec le Suriname et le Brésil, d'y répondre voilà, en reconnaissant le Maroni comme une entité vivante.
C'est un courant, vous le verrez dans l'extrait, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, qui s'est développé à travers la planète, donc comme une forme d'alliance aussi, pour reconnaître ce qui au départ s'appelait des droits de la terre-mère, une déclaration universelle des droits de la terre-mère ou droits de la nature. Bon, sur toutes ces histoires de nature et de terre-mère, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais en tout cas, le mouvement permet de mobiliser des gens pour défendre leur milieu. Et tous les milieux terrestres ont des eaux qui les traversent, même si c'est dans les nappes phréatiques. Donc ça, c'est très important. Je voudrais vous recommander, sur toutes ces questions que je viens d'évoquer, et particulièrement là, le dernier point, d'écouter sur France Culture à partir de ce soir, c'est tous les soirs, lundi, mardi, mercredi et jeudi, une émission qui s'appelle LSD Écocide. C'est une série. Donc, c'est à 17h et rediffusion à 23h. Évidemment, après, il y aura des podcasts, vous pourrez les écouter aussi. Mais on est plusieurs à avoir participé et vous allez apprendre plein de choses sur des luttes juridiques qui ont été gagnées ou qui sont en cours pour dénoncer l'écocide et trouver des solutions. Comme par exemple contre l'agent orange qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam et qui s'est avéré empoisonner les gens même de manière transgénérationnelle, mais qui a aussi été utilisé dans l'agriculture comme un herbicide dans le nord-ouest de l'Australie où il y a une lutte pour reconnaître les effets extrêmement destructeurs de l'utilisation de ces herbicides qui ont touché plus de 1000 ouvriers agricoles qui ont aspergé ces herbicides pour se débarrasser des herbes dites invasives, qui ne le sont pas forcément en plus. Et donc, même leurs enfants et petits-enfants peuvent être touchés. Hein, c'est l'agent orange. Voilà. Il y a eu une dernière chose, c'est qu'il y a eu une question que je trouve très intéressante sur l'écosophie de Guattari. Là, je n'ai pas le temps de développer. Vous pouvez lire mon livre pour en savoir plus sur comment je travaille avec ces diagrammes. Mais il y a une chose qui est importante à retenir des concepts de Guattari, c'est ce qu'il a appelé les territoires existentiels, qui ne sont pas forcément que des territoires matériels, mais peuvent être des territoires virtuels. Et donc les territoires existentiels, nous en avons tous. Et là encore, ce n'est pas en soi une chose positive. Ça peut tirer vers le nationalisme et l'exclusion, et voilà, mais ça peut tirer dans l'autre sens. Bon, Guattari parlait de nationalitaire, mais qui relève non pas de l'essentialisation du sang et du sol, du territoire et du rapport à des lieux, mais au contraire d'une forme de nomadisation existentielle et relationnelle. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas de dire je suis le sang de la terre, mais c'est de dire, voilà, cet ensemble de liens qui me donne une forme de subjectivation avec des lieux et des non-humains, animaux, plantes, les étoiles, enfin tout le cosmos vivant, et ben voilà, c'est ça qui est valorisé dans l'existence. Merci Barbara. Alors ça va pas être facile pour moi de prendre la parole après Barbara. J'ai pas son éloquence ni son histoire, et enfin même les histoires, j'ai envie de dire, que tu amènes avec toi, ni son parcours, que ce soit de politique ou de recherche. Je vais vous parler de choses un petit peu différentes et puis dans un style aussi très différent. Néanmoins, je crois que finalement, on va se rejoindre peut-être au-delà, plus que ce que ça pourrait donner l'air au premier aspect. Et en particulier, notamment dans je vais pas longuement vous parler de mon point de vue personnel, mais ce dont je vais vous parler a quand même été un moment marquant, un peu comme ce que tu racontais des 70 dans mon parcours de formation et de chercheur. Donc le moment dont je vais vous parler qui va se situer autour de la publication du livre de hacking au début des années 2000. Donc je disais, encore une fois, on va aborder la question avec un style, avec des éléments très différents, mais retenez bien cette question d'appropriation, appropriation culturelle, appropriation des savoirs. Retenez bien aussi, je ne vais pas y revenir directement non plus, mais cette histoire de longue durée du conflit entre science, culture et science. Les deux cultures, on disait à un moment.
Ce seront des fils qu'on va tirer et peut-être on pourra revenir pour synthétiser ça dans la discussion. Peut-être, Barbara, il n'y a pas fait peut-être suffisamment allusion, enfin peut-être vous êtes tous très au courant ou peut-être pas. Mais au fond, ce qui est au départ de cette réunion, c'était notre envie notamment de réagir après un événement qui s'est produit en début d'année, alors qu'il y a un événement au sens propre. On pourrait presque dire un épiphénomène, tant au fond c'était un peu l'écume d'un débat de fond. Cet événement, c'était ce colloque sur la construction, la déconstruction organisé à la Sorbonne en janvier dernier, donc il y a tout juste 2 mois aujourd'hui. Organisé, et ce n'était pas anodin, non seulement à la Sorbonne, mais surtout sous le patronage, on pourrait dire, ou en tout cas avec l'approbation, avec la participation du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, à la participation aussi du président du Haut Comité d'évaluation de la science, enfin de la recherche, HTERES, Thierry Coulon. Donc, colloque était organisé par des associations, on va pas revenir longuement, mais des associations d'intellectuels, éventuellement d'universitaires, qui étaient concernés par les approches dites constructionnistes dans l'étude d'un certain nombre de phénomènes, enfin de processus, de phénomènes sociaux, le genre, les relations de race, les questions coloniales, postcoloniales, les différentes questions de nature identitaire. Bon, voilà. Et donc ce colloque, vous l'avez peut-être probablement lu dans la presse, a réunissé des panels de chercheurs qui alors, se vendaient comme une discussion sur après la déconstruction, donc comment reconstruire. En fait, c'était quand même un colloque de déconstruction de la construction, enfin la destruction de la déconstruction, enfin je ne sais pas très bien comment le dire. Mais bref, on a manifestement eu une série de tables rondes où les individus, les personnes, les intervenants se sont efforcés de disqualifier des pans entiers de l'activité universitaire, de recherche actuelle dans les sciences sociales, au prétexte que leurs auteurs seraient, pour le dire un peu très simplement, politisés, qu'ils seraient aussi les vecteurs de formes d'intolérance intellectuelle. Ça se traduirait dans une cancel culture, une culture de l'interdiction, donc qui aurait pour conséquence, qui se traduirait par le fait que des opinions ne seraient plus autorisées à s'exprimer dans des instances universitaires. Bon. Alors, on pourrait revenir très très longuement sur ce colloque, analyser, revenir sur les motivations, les raisons des uns et des autres. Situé aussi, c'était un peu un colloque où il y avait des gens, malgré tout, avec des agendas assez différents. Donc on pourrait aussi se poser la question des différents agendas. Alors, certains d'entre eux ont été évoqués de façon indirecte par ce qu'a déjà présenté Barbara. Je voulais revenir sur un aspect qui nous concerne, mais alors qui a été un petit peu anecdotique dans ce colloque, pas très visible dans les comptes rendus qu'on en a fait, mais une des conférences était consacrée au constructionnisme dans l'étude des savoirs, une conférence prononcée par un mathématicien de l'université de Princeton aux États-Unis, un dénommé Sergio Kleinerman, qui s'est alors vous pouvez écouter la conférence si vous allez sur les bons sites, vous pourrez regarder sur certains blogs ou sur Twitter des comptes rendus, des live tweets comme on dit, où vous aurez la substance. Mais donc le mathématicien, donc Sergio Kleinerman, s'est lancé dans une attaque en règle du constructionnisme social dans l'étude des sciences au nom du réalisme. Et donc c'est une attaque en règle de ce constructionnisme qu'il taxait de relativisme, d'antipositivisme, etc. Et alors, ça pouvait presque faire sourire. L'événement est quand même assez grave. Enfin, j'ai envie de dire, il y avait une dimension tragique dans l'événement, une espèce de solennité de la Sorbonne, du ministre, etc. La conférence, néanmoins, pouvait faire un peu sourire parce que, au fond, pour encore une fois quelqu'un de ma génération, ça ne pouvait pas ne pas rappeler un épisode, et c'est sur celui-ci que je voudrais revenir, un épisode qu'on a traversé, donc encore une fois, a été un moment formateur important pour moi, parce qu'il s'est passé au moment de mon entrée, j'ai envie de dire, dans cette activité professionnelle de recherche au moment de ma thèse. Dans les années 90 et au début des années 2000, un épisode qui s'est j'ai envie de dire,
qui a pris comme titre le titre de Science Wars. Alors encore une fois, vous allez voir, ça a l'air un peu loin de ce que présentait Barbara, mais on va y revenir dans un tout petit moment. Alors les Science Wars, donc les guerres de la science, c'est encore une fois un épisode qui a commencé aux États-Unis dans les années 90, lorsque, sous l'impulsion de deux scientifiques, alors je crois qu'il y avait un biologiste et déjà un mathématicien, nommé Paul Gross et Norman Leavitt, ces deux scientifiques publient un ouvrage qui s'appelle Higher Superstition, la superstition supérieure, je ne sais plus exactement comment il a été traduit en français, qui donc, reprenant tous les auteurs que nous a cités Barbara, on est vraiment au même endroit, donc les deux auteurs développent une critique absolument radicale de ce qu'ils identifiaient comme une forme de relativisme chez ces auteurs qualifiés de postmodernes. Donc une forme de relativisme, d'antipositivisme et donc d'attaque irréductible contre la raison et contre la science. Alors, si on regarde la liste des auteurs, je vais vous en dire une toute première et puis je vais revenir parce qu'après il y a une deuxième liste qui va apparaître. On y retrouve effectivement les grands auteurs des études féministes que citait Barbara, mais on y trouve à ce moment-là aussi la sociologie des sciences, alors ce qu'on appelait à ce moment-là la nouvelle sociologie des sciences. Aujourd'hui, je pense qu'on parlerait beaucoup plus simplement de Science and Technology Studies pour qualifier ce courant. Donc la nouvelle sociologie des sciences qui a été identifiée à un auteur en particulier, qui je trouve était aussi un auteur français, mais qui n'est pas en général cité parmi les auteurs de la French Theory, parce qu'il est un peu postérieur. Il s'agit évidemment de Bruno Latour. Voilà. Mais alors ce livre, de façon aussi intéressante, et on va se rapprocher de ce que décrivait aussi Barbara, ce livre associé aussi à cette critique postmoderne, cette attaque contre la science, les contestations supposées de la science par des mouvements, j'ai envie de dire, de nature sociale, notamment dans le champ de la lutte contre le sida. Les mouvements de patients dans la lutte contre le sida. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement significatif. Donc, un ouvrage, deux auteurs, deux scientifiques qui se sentent assiégés par une forme de marée humaine, j'ai envie de dire, d'intellectuels et de mobilisation sociale, et qui propose une défense de la science, une réaction défensive de la science, en réaffirmant, au fond, la raison, dont elle serait la seule incarnation envisageable. Et donc attaquer la raison, évidemment, ce serait miner les fondements même de la société. Alors, à partir de là, donc ce premier ouvrage va avoir beaucoup de retentissement aux États-Unis. Les deux auteurs, et je crois un troisième, vont faire une conférence à l'Académie des sciences américaines. Donc il va y avoir beaucoup de réactions. Je vous donnerai tout à l'heure un petit élément de contexte qui éclaire aussi un peu ça et qui refera la connexion avec Barbara. Ce que je voudrais avancer dans cette histoire, là, il va y avoir une réaction de la réaction. Enfin, il va y avoir une réaction d'une partie des auteurs concernés, ou en tout cas d'un certain nombre d'auteurs qui se sentent concernés par ce texte, assez rapidement. Donc réaction d'un ensemble d'auteurs issus pour le coup des études des sciences, donc de ces Science and Technology Studies, ou de cette nouvelle sociologie des sciences, qui vont préparer un numéro spécial d'une revue de Cultural Studies. C'est un terme que tu n'as pas prononcé, mais sur lequel je vais revenir, qui s'appelle la revue Social Text en 1996. Alors c'est peut-être des choses que vous avez rencontrées, hein, mais je pense que vous n'êtes pas non plus tous forcément au courant. Donc je préfère y revenir. Donc un numéro spécial de la revue Social Text qui va réunir un ensemble de grands auteurs de cette nouvelle sociologie des sciences, des gens qui sont importants. Alors, pour notre master, j'ai envie de dire. Steve Fuller, alors qui n'est peut-être pas forcément très connu, mais qui est quand même un très grand épistémologue social, par ailleurs un critique de Latour, ce qui n'est pas anodin. Emily Martin, qui est une anthropologue, alors ça me concerne directement puisqu'elle travaille sur la santé, même spécifiquement sur la santé mentale. Dorothy Nelkin, une historienne de la génétique. Sarah Franklin, Sharon Trawick, une anthropologue de la physique des particules. Donc voilà, donc des gens qui sont vraiment au cœur, j'ai envie de dire, de ce mouvement des Science Studies.
Et va se greffer, alors de façon, absolument ironique, sur ce numéro spécial. Donc le numéro va apparaître en 96, mais alors il va arriver une péripétie absolument incroyable. Donc va se greffer sur ce numéro ce qui va être au fond la chose qui maintenant, l'événement qu'on retient vraiment, plutôt pratiquement le terme sous lequel on retient cet épisode, l'affaire Sokal, puisque ce qui va se passer, c'est qu'un scientifique, un physicien, Sokal, à l'instant le prénom m'échappe, mais c'est juste parce que j'ai pas assez dormi cette nuit. Sokal parvient à publier dans ce numéro spécial un article abscon défendant l'idée que la mécanique est une construction littéraire. Alors truffé, il le dira après, de choses fausses ou de blagues, voilà. Mais qu'il a construit lui-même manifestement comme un canular. Donc il arrive à placer l'article. L'article paraît. Le jour même de la publication, Sokal révèle le canular et à ce moment-là, il y a un scandale. Effectivement, le roi est nu. Vous voyez bien l'espèce de grande coalition de chercheurs qui se sont montés en réaction à cette défense de la raison, prouvent par leur incapacité à empêcher l'intrusion de canulars dans leur propre rang qu'au fond, c'est eux-mêmes un grand canular géant. Bon. Donc, c'est un vrai scandale. Hein. Je veux dire, l'article, la revue est attaquée. On leur reproche d'avoir publié un article malgré le peer review, le fait qu'il a été relu. Les éditeurs de la revue se protestent aussi, puisqu'ils se défendent. Ils estiment avoir été maltraités par Sokal, qui a été malhonnête, qui n'a pas voulu non plus, par ailleurs, apporter les corrections qu'ils lui ont demandées, etc. Bon. Alors, il y a une petite suite 2 ans plus tard, puisque Sokal publie d'abord en français, et puis le livre sera ensuite traduit en anglais, un autre ouvrage, alors qui ressemble beaucoup au premier ouvrage de Gordon et Levitt. Donc, il y a un ouvrage avec un physicien belge qui s'appelle Jean Bricmont, un ouvrage qui s'appelle Imposture scientifique, sauf erreur de ma part. Donc, vous vous en souvenez, d'ailleurs, l'affaire et l'article sont cités dans le texte de Hacking que vous avez pu lire, qui sont un point de départ au fond de ce texte. Donc c'est aussi pour ça que, je vais y revenir. Donc publie un ouvrage qui est un peu comme, encore une fois, l'ouvrage de Gordon et Levitt tout à l'heure, une forme d'analyse au fond du discours faux sur la science propagé par une série. Alors pour le coup vraiment d'auteurs, on n'est plus du tout dans l'agrégation des mouvements sociaux, il n'y a plus rien sur le sida. On est sur une série de grands auteurs qui sont tous ces grands auteurs de la French Theory, que encore une fois a cité Barbara tout à l'heure, Lacan, Derrida, Julia Kristeva, je crois qu'il y a aussi Lurus Irigaray, Jean Baudrillard, Deleuze-Guattari ont leur chapitre. Alors Bruno Latour, encore une fois, ne fait pas tout à fait partie de la constellation des French Theory, mais a évidemment son chapitre, il y a même 2 passages à dire vrai, mais aussi la philosophie des sciences en vrac. Alors c'est là où il y a une dérive. Alors on passe tout de Feyerabend à Kuhn, en passant par Bergson lui-même. On lui reprenne un peu les analyses que Bergson donne de la théorie de la relativité, pour montrer qu'il n'a strictement rien compris. Donc c'est une critique à la fois du fait que les autres... Alors vous voyez qu'il y a 2 positions, puisqu'il y a des auteurs qui, comme Lacan, utilisent un formalisme mathématique avec des formules. Si vous avez déjà vu Lacan... ou lu Lacan, vous connaissez éventuellement ça. Donc vous avez une critique d'auteur qui utilise un formalisme mathématique pour produire éventuellement des savoirs d'une autre nature. Donc voilà. Et puis des auteurs qui se disent proposer des analyses de la science et qui, eux, donc si on se fie à Sokal et Bricmont, n'ont rien compris et propagent des idées fausses de ce qu'est la science, à la fois de ce qu'elle fait vraiment et au fond de son vrai important. Alors, je finis sur ce petit épisode parce que ça me paraît important. Alors, sur le moment, ce qui me paraît, encore une fois, important, sur le moment, il va y avoir, encore une fois, ça va être... dans nos disciplines de sciences sociales, des sciences sociales intéressées par les savoirs, ça va être vraiment un coup de tonnerre, c'est ce volet de publication.
de Sokal et avant lui de ces deux auteurs. Il va y avoir une réaction abondante qui va se poursuivre pendant plusieurs années de la part des études des sciences, avec notamment en France un volume qui n'est pas inintéressant que vous pouvez lire, alors qui est aussi cité d'ailleurs dans le livre de Hacking, dirigé par Bauduin-Jourdan. Imposture, et là le titre m'échappe, il reprend le terme d'imposture, mais en intellectuel, pardon, voilà, pour montrer à quel point Sokal et Bricmont n'ont rien compris à leur tour. Donc vous voyez qu'on est dans un dialogue de sourds. Mais il va y avoir aussi, et c'est là où je trouve, c'est important, encore une fois par rapport à ce que racontait, ce que disait Barbara tout à l'heure, de comprendre que les réactions vont être plus complexes que ça. Je veux dire, il n'y a pas une défense en bloc des sciences sociales. L'affaire Sokal va révéler, au fond, à l'intérieur même des sciences sociales intéressées par les sciences, par les savoirs, une ligne de fracture, avec aussi, j'ai envie de dire, pratiquement des contre-feux, alors ou plutôt des réactions en réaction à la réaction, des réactions en réaction à la réaction. Alors, je pense notamment au livre de Bourdieu, Sciences de la science et alors, la seconde partie du titre m'échappe, mais et réflexivité, qui paraît en 2001, qui est vraiment dans ce contexte et qui prend proposition contre la sociologie des sciences, des science studies de façon générale, de Latour en particulier, et qui va, au fond, remettre au devant de la scène, et à l'intérieur même des sciences sociales, ce débat entre positivisme d'un côté et vision, j'ai envie de dire, presque plus herméneutique ou narrative, au fond, des sciences sociales. Alors, soit dit en passant, c'est dans l'héritage de cette position qu'on retrouve des collègues qui ont repris la méthode du canular de Sokal et Bricmont, mais cette fois-ci contre les collègues. Vous avez peut-être eu vent il y a 2-3 ans, ou peut-être un peu plus maintenant, 4-5 ans, de ce canular publié dans la revue de Michel Maffezoli par deux sociologues qui sont d'ailleurs l'un au moins des deux dans l'école, associés à l'école, donc qui publiait un texte à la Maffezoli dans la revue de Maffezoli, Michel Maffezoli, sociologue à l'université Paris 5, Paris Descartes. Texte à la Maffezoli, et révèle, une fois la publication obtenue, que en fait, le texte n'est fondé sur aucune enquête, c'est du vent, c'est du blabla, etc. Donc voilà. Bon. Donc une vision, derrière ces deux sociologues, là aussi une vision qui revendique, alors peut-être qui ne seraient pas d'accord qu'on associe ce terme, mais ils revendiquent une forme de positivité, de positivisme éventuellement. Alors, la guerre des sciences, enfin, dans cette réaction à ce moment, alors, il y a aussi des choses positives qui émergent, dont notamment Hacking. Alors, c'est aussi pour ça que j'avais voulu vous donner ce texte, alors qui, je le conçois, n'est pas un texte facile, et d'autant, c'est un texte, si j'ai envie de dire, essayer de prendre une sortie par le haut de cette controverse, et prendre une sortie par le haut en se posant la question de, au fond, en quel sens l'idée de construction sociale peut-elle bien avoir un sens ? Et je pense que c'est ça l'effort que fait Hacking. Alors Hacking est un philosophe canadien qui, au début des années 2000, a été professeur au Collège de France, donc à Paris, pendant une dizaine d'années. Mais donc philosophe canadien, formé à la philosophie nord-américaine, qui, vous le savez, est très différente de ce à quoi on est habitué en France, la philosophie analytique, d'inspiration analytique. Donc une philosophie qui est très influencée par la philosophie du langage, post-Wittgensteinienne, qui s'intéresse donc à comprendre la structure des énoncés. Mais Hacking, dans une position intéressante, est aussi un grand lecteur de la philosophie européenne, de Foucault notamment. Et donc Hacking a un volet, j'ai envie de dire, très analytique, notamment dans ses livres, ses premiers livres sur les énoncés scientifiques, mais a aussi un volet beaucoup plus empirique, d'historien pratiquement, dans son travail sur la statistique, l'histoire de la statistique, où, et là aussi, c'est aussi pour ça que ce texte est important pour moi, dans son travail sur des catégories psychiatriques, des catégories de maladies. Voilà. Et donc la question de la construction sociale des maladies mentales est un des aspects importants de ce livre, sur lequel il a aussi publié 2 autres livres qui sont absolument fascinants, surtout un livre sur les personnalités multiples que je vous invite éventuellement à regarder si ça vous intéresse. Mais bon. Et donc dans ce livre, il essaye je vous l'ai dit, de se poser la question de savoir en quel
quel sens un constructionnisme social peut avoir vraiment un sens, en quel sens on peut vraiment dire qu'une chose est construite sociale. Alors vous avez lu, c'est un raisonnement extrêmement compliqué, mais ce que je trouve intéressant, c'est au fond l'analyse qu'il propose de la façon, enfin de la dimension politique des attaques contre le constructivisme et aussi de revendications de constructionnisme. Et donc sa façon, je trouve assez subtile et fine, alors peut-être d'éviter un certain nombre de débats, notamment sur le relativisme, mais aussi malgré tout, alors peut-être dans d'autres chapitres que vous n'avez pas lus, de proposer des solutions pour penser effectivement alors comment une maladie mentale peut être effectivement construite en tant que maladie mentale. On pourra éventuellement y revenir dans la discussion. Alors comme on a dit qu'on parlait qu'une demi-heure et que j'arrive presque au bout de mon temps, je voulais ajouter 2 points. Le premier point, c'est que alors, si on élargit la focale sur ce moment de cette Science Wars, sur la guerre des sciences, le canular Sokal, et là, ça rebranche vraiment sur ce que disait Barbara. En fait, on est à ce moment, à la fin des années 90, du début des années 2000, j'ai presque envie de dire un moment d'un premier grand débat autour d'un enjeu, alors qui, encore une fois, tu n'as pas cité le terme, mais qui va être très, très présent à ce moment-là. Et je me souviens aux États-Unis, parce que j'avais passé un peu de temps aux États-Unis à ce moment-là, mais de façon un peu moins forte, mais néanmoins importante en France aussi, autour donc, de l'enjeu de la pénétration dans l'université américaine des cultural studies. Alors, qu'est-ce que c'est que les cultural studies ? Tu n'en as pas parlé, mais je pense que c'est important, encore une fois en 2 mots, puisque je n'ai pas plus de temps. Les cultural studies, c'est un mouvement d'études de la culture, études de la culture au pluriel. Alors, Cultural Studies, le terme est anglais. Il y a une version allemande, Kulturwissenschaften, sciences de la culture, qui est un petit peu différent. Je ne vais pas en parler. Mais Cultural Studies à l'anglais, c'est courant d'études de la culture qui vient au fond d'Angleterre, véritablement, donc de penseurs marxistes ou post-marxistes anglais, souvent issus eux-mêmes de classes populaires et qui cherchent à produire, à penser au fond des formes culturelles qu'on pourrait dire, on dirait dans un vocabulaire plus français que le leur, dominées au fond, donc dans les formes culturelles des classes populaires. Donc c'est le grand livre de Richard Hogarth, La culture du pauvre, mais aussi, je ne vais pas m'aventurer, on va vous retrouver des noms, là je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Bref, donc les formes culturelles portées par, au fond, des couches sociales dominées. Donc, pensez ça, alors à la fois avec dans une dimension politique, avec des outils politiques et intellectuels hérités du marxisme, notamment les idées gramsciennes d'hégémonie dont on avait parlé la semaine dernière avec Boris, mais pensez ça aussi avec les méthodes des sciences sociales. Et c'est ça qui va notamment, je pense, permettre leur inscription dans une diversité d'universités, puisqu'elles vont proposer la mobilisation d'outils d'enquête, d'ethnographie, d'observation, d'analyse littéraire aussi, empruntés à des disciplines plus traditionnelles. Bon. Et ces cultural studies vont très rapidement avoir un succès considérable aux États-Unis, où des départements vont s'installer dans beaucoup de pays, d'universités, pardon, et en posant un certain nombre de questions, au fond, aux sciences sociales traditionnelles, puisque, au fond, encore une fois, elles venaient, avec le même genre d'outils, analyser des objets qui n'étaient pas si éloignés que ça. Donc, une remise en cause, encore une fois, avec des enjeux politiques, des enjeux aussi épistémiques, des sciences sociales telles que c'est. Je vous l'ai dit, aux États-Unis, année 2000, c'est ce débat-là qui est vraiment au cœur alors, ce que je n'ai pas dit, c'est par exemple, les cultural studies, très rapidement, s'approprient ce qui vient de cette French theory, au fond. Et il va y avoir, au fond, dans la vision que les États-Unis ont des cultural studies, quelque chose qui vient d'Europe de façon indéterminée, à la fois Angleterre et France, donc une forme de colonisation à l'envers, par une série de penseurs subversifs. Et donc, c'est là que c'est l'année 90-2000, c'est là, de cette association, que va venir le problème avec nos penseurs. Bon. Donc, des années 90, le débat est vif aux États-Unis. C'est ce contexte-là qui va prendre c'est dans ce contexte-là, pardon, que vont prendre ces guerres des sciences. Si on relit bien, encore une fois, la présence des penseurs féministes dans le livre de Sokal et Bricmont, qui peut paraître un peu aberrante à premier regard, et en fait, prend énormément de sens dans ce contexte. Bon. En France, les cultural studies ne vont pas s'installer à l'université. Alors là, il y aura probablement une histoire, un peu des disciplines à faire à ce moment-là, ou très peu. On a quelques départements d'études féministes qui vont s'installer dans des universités, notamment à Paris 8, qui est à la pointe sur pas mal de choses. Mais l'essor va être beaucoup moins va pas se faire comme il va se faire. Il va se faire progressivement et il se fait maintenant. Et c'est, je pense, j'ai envie de dire, une deuxième phase, la génération d'après, on est 20 ans après,
autour de ce qui est ressenti comme une nouvelle poussée de ces studies que prend notamment donc, ce colloque dont je vous ai parlé, mais encore une fois, toute cette discussion sociale qu'on a depuis plusieurs mois. Je voudrais conclure, donc mon deuxième point et dernier point sur lequel je voulais conclure, pour presque m'étonner, mais réfléchir un tout petit peu avec vous sur la place, au fond, des études des sciences dans ces studies aujourd'hui, et le fait qu'au fond, cette attaque donc je reviens à ce que je racontais tout à l'heure sur ce colloque de janvier, cette attaque des science studies par ce mathématicien américain, elle tombe à plat. Elle est complètement tombée à plat, elle n'a pas été reprise, et au fond, c'est un aspect complètement périphérique. Et quand on vous parle aujourd'hui en France, le débat actuel, si vous reprenez un peu la presse sur les studies, l'étude sociale des sciences ne pose pas problème en vérité aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a une raison à ça, qui est que ce moment 2000, cette guerre des sciences, je crois que c'est... alors on peut le voir encore une fois, il y a cette espèce d'effervescence autour de contestation, de lutte, d'attaque ad hominem, etc. Elle prend de l'importance, mais il me semble que rétrospectivement, elle est presque en décalage avec ce qui est un moment charnière de basculement du rapport entre l'étude des sciences et les sciences, entre peut-être les sciences et les sociétés, et qu'encore une fois, il me semble, on pourrait situer au début des années 2000. Alors, les questions environnementales en sont un des terrains, je crois, saillants, mais les questions de santé aussi. Les questions environnementales autour au fond, le fait que ce qui va se passer assez rapidement, on va se rendre compte, c'est que au fond, la science, elle n'est plus attaquée par l'étude des sciences, mais elle est beaucoup plus attaquée par des acteurs qu'on pensait du côté de la science dans la période précédente, donc l'industrie, donc dans l'association technosciences entre industrie et science qu'on croyait absolument indépassable. On se rend compte qu'au fond, l'industrie, elle n'est pas pour la science nécessairement. Elle est aussi contre la science dans les conflits d'intérêts, dans la promotion, dans la production de l'ignorance. Donc on va revenir sur ces questions-là à la fin de l'année. Dans aussi les formes de climato-scepticisme portées par certains grands groupes pétroliers, ou d'ailleurs pas seulement pétroliers, mais ou fortement chimiques ou autres, ce que vous voudrez. Pour ce qui est de la santé, on se rend compte aussi que la science, elle n'est pas forcément du côté de la biomédecine, que la science, elle est aussi produite par les patients experts. Dans cette lutte pour le sida dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le grand livre de Stephen Epstein, Impure Science, qui montre comment les groupes de militants, de patients du sida, AIDS ou ACT UP, sont des producteurs de science contre presque l'industrie qui ne veut pas donner accès à la science. Donc il y a de la science qui ne se fait pas du côté des acteurs traditionnels de la science. Donc c'est la reconnaissance des patients experts aussi, etc. Donc on se rend compte que la science, elle n'est pas du côté nécessairement de la science institutionnalisée, ou que la raison, elle n'est pas forcément, pour le dire de façon plus juste, que la raison n'est pas forcément du côté de la science institutionnalisée, ou en tout cas d'autorités qui se revendiquent de la science, mais que la science, elle est peut-être du côté de Gaïa, elle est peut-être du côté des patients, de la Terre, etc. Donc, et je crois que c'est face à ce nouveau contexte, au fond de contestation un peu généralisée des fondements de la science, ou de doute portés sur la science, pensez à Trump, et encore il n'y a pas très longtemps. C'est dans ce contexte que, au fond, ces attaques contre l'étude des sciences, elles tombent à plat, et en particulier parce que, au fond, on ne peut plus vraiment dire, et je crois que nous ne sommes pas, en tant que chercheurs, on peut difficilement nous taxer de ne plus être du côté de la raison quand on pointe, au fond, la participation de ces grands acteurs à ces attaques contre la raison. Voilà, donc je vais m'arrêter là. On a un petit moment pour discuter. Alors, je voulais vous rebrancher sur ce que disait Barbara, mais je pense que j'ai pas le mot de conclusion qui me permettrait de le faire là tout de suite à la seconde. Donc, je vais pas le faire. On va donc, si vous voulez bien, on peut discuter un moment si Barbara veut réagir, ajouter des choses, et puis bien sûr, comme on a beaucoup parlé nous-mêmes, si vous voulez intervenir et réagir de votre côté, la parole vous est offerte. On va même vous donner le micro. Et il y a quelqu'un qui a mis en troisième question un commentaire, enfin une question, est-ce que la vocation même de l'interdisciplinarité, donc ça nous concerne en SES, n'est pas de maintenir les concepts éveillés, c'est-à-dire pluriels et dynamiques, plutôt que stabiliser les connaissances? Alors ça résume bien ce que Nicolas vient de nous raconter.
Et aussi, une chose que je voudrais rajouter, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, à propos de... Quelqu'un posait la question du risque d'appropriation culturelle dans un troisième sens que je n'ai pas commenté, qui est le fait d'être extérieur à la culture en question, donc qui est le sort de beaucoup d'ethnologues qui vont travailler au loin. Et donc, combien même ils voudraient valoriser ce qu'ils analysent, donc de différents dans un terrain. D'ailleurs, en vérité, il peut y avoir du très lointain, très, très proche, hein, puisqu'il y a beaucoup de différences aussi dans l'Hexagone. Donc, on n'a pas besoin d'aller en Amazonie. Ou dans le désert, ouais. Je finis juste ce truc-là de l'appropriation culturelle. Donc, le fait, ce qui fait très, très débat aujourd'hui de la part des populations qui, elles, tiennent à la réappropriation culturelle de leur culture, de reprocher à des gens qui viennent de loin, c'est-à-dire qui ont d'autres références culturelles, de détourner, hein, de leur reprocher de faire une possession culturelle pour détourner ce qui a du sens dans la culture en question. Donc, détourner quoi? Surtout en marchandisant. Donc, on va parler d'appropriation culturelle quand, par exemple, vous allez prendre des motifs de n'importe quelle culture et que vous les mettez sur un t-shirt ou pour faire une campagne publicitaire pour des bijoux. Enfin, voilà. Donc ça, c'est l'appropriation culturelle. Et ça va très très loin puisque ça traverse le milieu de la mode, le milieu de la consommation en général, le cinéma. Il y a des gens qui remettent en question aujourd'hui le type de casting qu'on utilise pour certains sujets, la manière dont sont traités des événements historiques, mais pas seulement, la manière dont sont figurées des références à d'autres cultures existantes dans le monde, mais dans des films pas juste de fiction, mais de science-fiction ou des films fantastiques. Voilà. Donc il y a une espèce de... Ça, c'est ce qu'on a appelé, dans l'histoire aussi des cultural studies, le politiquement correct. Donc il y a eu une question aussi sur le fait, est-ce qu'il y a eu en France des tentatives de mettre en place ce qu'on appelle en anglais l'affirmative action et qui, chez nous, s'appelle la discrimination positive. Donc c'est déjà très intéressant que la différence, a priori, est considérée que comme discriminante. Hein. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent discriminer comme différencier, mais nous entendons quand même discrimination comme une injustice. Et donc, alors que c'est vraiment l'opposé de la notion de affirmative action, qui, comme quelqu'un aussi avait signalé les disability studies, donc les études du handicap. Et là aussi, par exemple, moi j'ai eu un étudiant extraordinaire, Olivier Chétrit, qui était sourd de naissance. Il avait fait une thèse sur la culture sourde, plutôt que de dire le handicap, pour essayer de critiquer l'assignation de la surdité au handicap. Et donc ça, c'est très important, parce que l'affirmation, dans ce sens-là, hein, n'est pas donc justement de se situer du côté de la victime, mais de ce qui, dans le cas des sourds, par exemple, s'appelle le deaf gain. Donc, ce que l'on gagne par la surdité. C'est-à-dire, OK, on n'entend pas, mais du coup, on a d'autres sens et d'autres pratiques que les autres n'ont pas. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se rééquilibre pour fonctionner de manière affirmée. Et les stratégies politiques et intellectuelles et artistiques des sourds sont très alignées sur des stratégies qu'a utilisé le mouvement Black Lives Matter, mais avant même le mouvement des Noirs qui disait Black is beautiful. D'accord ? C'est-à-dire d'affirmer cette différence du fait d'être noir, alors que toute l'histoire voulait les considérer comme des déchets. Désolé, je voulais parler de l'éloquence de Barbara. Non, je voulais juste insister sur un concept éveillé. Je ne sais pas qui avait prononcé ce terme, mais ça, je trouve que c'est une idée très intéressante et c'est très stimulante. Et par ailleurs, ça éveille en moi une référence, et le sociologue Herbert Blumer qui parlait de concept, de sensitive concept, ce concept sensible, on pourrait dire,
Alors, c'est une épistémologie en vérité qui ne cherche pas à créer des théories, j'ai envie de dire, positives, mais à faire des théories, des outils au service de la connaissance, des concepts qui vous aident à voir, à penser, à décrire les choses. Bon. Il y a une question. Oui, vous m'entendez? Oui, ça va. Okay. Du coup, j'avais deux questions en fait. Une question un peu de coulisses pour Barbara. Je me demandais, en fait, vous parlez plusieurs fois dans le texte justement au sujet de la réappropriation culturelle par les aborigènes, des objets qui sont réappropriés. Et je me demandais comment est-ce que concrètement, en tant qu'anthropologue, quels étaient vos moyens d'étude de ces objets et de leur réappropriation? Est-ce que vous suivez une filiation? Est-ce que vous suivez un objet? Est-ce que c'est par la proximité avec les populations que vous remarquez ce genre de choses? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà pensé ou quelque chose qui vous a choqué à ce moment-là? Donc ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question pour Monsieur Henke, c'est vous avez parlé rapidement de relativisme et du débat sur le relativisme. Est-ce que vous pourriez donner quelques éléments de contexte, parce que je ne suis pas trop familière et du coup, voilà. Personnellement, je ne travaille pas sur les objets de cette façon-là. Par contre, j'ai une ancienne doctorante qui est au CNRS et qui a longtemps travaillé au musée du Quai Branly à la direction scientifique, Jessica Delargy-Illy, qui a fait un travail remarquable sur ces questions d'objets et même une exposition récente en collaboration avec une communauté aborigène qui sont les descendants des peintres des écorces de terre d'Arnhem chez les Yolngu, qui avaient été collectées par Karel Kupka, qui était à la fois un artiste et un ethnologue, qui est d'ailleurs rentré au CNRS dans les années 50, au début du CNRS. Et donc, c'était la première fois, en fait, que le musée accueillait une exposition qui était faite en collaboration, faite pour le musée, parce qu'il y a eu une exposition maori clé en main qui a été présentée au musée du Quai Branly il y a quelques années, faite par des Maoris. Mais là, c'était la première fois que le musée lui-même, donc délégué un curateur et une chercheuse, a travaillé avec des aborigènes comme ils avaient proposé, qui étaient donc les descendants des objets qui n'avaient pas, contrairement à beaucoup d'autres, été volés, spoliés, mais qui avaient été pour beaucoup fait à la demande de Kupka. Mais ils étaient ravis de le faire parce que leur répertoire iconographique, qui normalement est peint sur le corps ou sur des objets réservés au rituel, était fait sur ces écorces avec des ocres. Et c'est devenu d'ailleurs, par la suite, un immense mouvement d'art. Il y en a qui avaient déjà commencé à faire ça parce qu'il y avait une très forte demande. Et c'est des toiles, c'est des écorces comme les toiles du désert, qui sont vendues sur le marché de l'art contemporain et pas dans le marché de l'art tribal. Et donc, il y a un très fort mouvement par ailleurs, parce qu'il y a d'autres objets, il n'y a pas que l'art. Donc, il y a la demande de restitution de certains objets qui sont artistiques, mais aussi des objets rituels. Et puis, il y a tout simplement les restes humains. Et là, il y a des frontières qui sont difficiles parce que, comme vous savez, beaucoup d'objets rituels peuvent être faits avec des restes humains dans ces cultures-là, qui utilisent des dents, la peau, les cheveux, etc. Mais il y a tout simplement des dizaines de milliers de cadavres qui ont été ramenés comme collection d'anthropologie physique. Et que, parce que c'est un bien national, en France, contrairement à quelques autres pays du monde, comme en Angleterre ou en Allemagne, la France se refuse à restituer les restes humains. Il y a eu juste un précédent, c'est ce qu'on appelle les crânes maoris, qui étaient tatoués, mais que dont les Maoris ont demandé la restitution, mais tout en faisant en s'engageant à faire d'abord une étude de tous ces crânes-là, parce que ce qui intéressait la science et la muséologie,
c'est d'avoir dit ce qu'il y avait à dire dessus avec des études ADN, etc. Mais depuis, les restitutions sont bloquées. Ça embête beaucoup l'ambassade d'Australie et le gouvernement australien parce que nous sommes véritablement, les musées sont des véritables cimetières de squelettes. Alors il y a des ossements qui sont démembrés, mais il y a des squelettes entiers. Par exemple, d'un groupe du Labrador qui était exposé au jardin d'acclimatation de Neuilly quand il y avait l'exposition coloniale, ce qu'on a appelé ensuite les zoos humains. Et bien là, toute la famille qui avait été pas forcément partie de force, il y en a qui, il y avait quelqu'un qui savait écrire, qui avait appris à écrire avec le missionnaire et qui était curieux d'aller voir le pays d'où venait la langue écrite. Et la Bible avait été imprimée, mais il ne savait pas du tout les conditions dans lesquelles il serait traités comme des animaux en cage pour être exposés aux gens. Et ils sont tombés malades, ils sont tous morts. Eh bien, tous les squelettes de ce groupe du Labrador sont accrochés, comme chez le boucher, au Muséum d'histoire naturelle. Pas visible au grand public, mais dans les réserves. Et il y a eu tout un mouvement, comme pour les aborigènes, qui régulièrement donc font des recherches de où sont les ossements, etc., qui veulent les récupérer. Donc il y a eu un groupe du Labrador qui est venu au muséum. Un film a été fait par une femme qui en fait avait aidé, grâce à des notes qui avaient été retrouvées et tout ça, à mettre en lien le groupe avec les ossements en question. Et le film est extrêmement émouvant. Et voilà, ça c'est une logique. Alors pour le coup, il y a quelqu'un qui demandait colonial, décolonial, postcolonial, colonialité, etc. On n'en a pas fini de cette affaire-là. Je veux dire, selon les institutions et les pratiques, la colonisation continue. Et la décolonisation est un processus constant qui ne s'est pas arrêté en signant des papiers ou en donnant l'indépendance à certains États formés par, d'ailleurs, la colonisation, qui ne sont pas forcément les frontières des populations qui y habitaient après, bon, etc. Et donc, dans ce film, ce qui est extrêmement donc, fort, enfin, je veux dire, ça donne envie de pleurer. Les gens du Labrador sont assez petits, le curateur qui travaille là, le conservateur, est très grand, et donc ils sont deux à lui parler, et derrière il y a les squelettes accrochés, et donc l'homme du Labrador dit « Bon, mais quand est-ce qu'on va pouvoir récupérer notre famille ?» Et l'autre lui dit « Ah non, non, c'est pas possible, parce que ça appartient à l'État français. » Vous voyez ? Donc, il y avait une question sur les lois et les droits. Bien sûr qu'à chaque fois, le système occidental et tous les conflits d'intérêts, puisqu'on en parlait la semaine dernière, font que des choses peuvent être détournées, notamment dans toutes les histoires des droits des fleuves, etc. Il y a déjà une espèce d'avarice, de greenwashing pour récupérer les personnalités juridiques des fleuves pour marchandiser la reconnaissance de la nature, la monnayer, etc. Enfin, vous connaissez un peu ça, ou on y reviendra sûrement à d'autres occasions. Mais il y a quand même des droits et des luttes qui permettent d'obliger un minimum de pratiques qui sont essentielles pour la réparation. Quelqu'un avait parlé de la Polynésie, par exemple. C'est vrai que la dénonciation donc, de la France de crimes contre l'humanité pour les essais nucléaires catastrophiques, vous savez que certaines des bombes qui ont été explosées étaient 100 fois plus fortes qu'Hiroshima. C'est l'impact sur le Pacifique et, à vrai dire, sur la planète de ces essais nucléaires est dramatique. Bon, pendant le confinement, le gouvernement s'est arrangé au Parlement, il n'y avait que 20 députés pour voter, revenir en arrière sur tous les engagements qui avaient été pris de compensation financière et par des programmes de tentatives d'essayer de dépolluer les océans, les îles, il y a près de 120 îles en Polynésie française, et puis la santé des habitants, etc. Pouf, comme ça, une petite décision du Parlement en juillet pour revenir en arrière. Donc, ok, c'est une bataille constante, mais c'est un outil, je dirais même une arme
à ne pas ignorer. Mais ce n'est pas la seule. Hein. Moi, je vais pas pouvoir répondre vraiment sur le relativisme parce que alors je vais faire comme hacking, je vais me défausser, mais pas complètement. C'est pas sans relation avec ce que Barbara décrivait, puisque une des dimensions. Alors, relativisme, c'est un concept qui est très compliqué. Enfin, c'est pas un concept à vrai dire parce que c'est presque plus une insulte qu'un concept. Donc, je suis pas sûr qu'il existe dans la littérature des conceptions, voilà, des propositions, théories positives du relativisme. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est très compliqué parce que il y a des relativismes dans plusieurs ordres de phénomènes, donc relativement science, on parle un peu hacking, relativisme culturel. Alors, c'est intéressant pour ce que décrivait Barbara, mais relativisme aussi juridique, hein, les questions d'une raison juridique ou pas. Enfin, c'est le débat entre Walzer pour les sphères de justice et John Rawls, pardon, pour les principes de justice. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a une seule norme de justice ou est-ce qu'on peut en penser plusieurs à la fois? Bon. Donc pareil, côté science, est-ce qu'on peut penser une raison ou on peut en penser plusieurs? Ce serait ça que voudrait dire le débat sur le relativisme. Après, le problème de l'attaque du relativisme, c'est que au fond, on soupçonne la personne qu'on taxe de relativisme de mettre sur le même plan des choses. Ce qui, en fait, en général, n'a pas beaucoup de sens, y compris... Enfin, n'a pas beaucoup de sens parce que c'est pas cette opération-là qu'on fait quand on veut valoriser les savoirs autochtones par rapport aux savoirs occidentaux, aux savoirs de la science. C'est pas qu'on veut dire que ça a le même sens. Évidemment, ça n'a pas du tout la même efficacité, la même portée. Donc, on ne peut pas parler de relativisme dans ce sens-là. Bon. Alors, cela dit, dans l'étude des sciences, je vais pas, encore une fois, je serais incapable de vous faire un cours, mais juste deux choses quand même. Relativisme renvoie à deux éléments éventuellement. Il y a ce vieux débat philosophique, nominalisme, réalisme, sur lequel vous êtes sûrement beaucoup plus calé que moi, pour beaucoup d'entre vous. Il y a le débat, par contre, beaucoup plus récent, enfin la proposition introduite par Mike Bloor, pas Mike Bloor. David Bloor, de penser la symétrie des positions, de penser de façon symétrique. Mais là, aussi, parler de relativisme, je trouve ça toujours un peu compliqué, parce que c'est plus un principe méthodologique presque que vraiment philosophique. Mais bon. Voilà. Après, donc encore une fois, la question, et c'est pour ça que je disais, c'est très en rapport avec ce que racontait, ce que décrivait Barbara. La question que pose le relativisme, c'est effectivement celle de la valeur des formes de savoir, des formes culturelles, des formes juridiques, qui sont éventuellement extérieures à notre forme à nous, nationale, française, voire occidentale, si on veut regarder plus large. Et donc la reconnaissance notamment de la propriété culturelle, enfin de la dimension culturelle d'objets qu'on s'est appropriés, c'est aussi une forme la question que ça pose aussi, c'est de la reconnaissance des formes sociales et culturelles qui sont derrière. Et cette question, au fond, du relativisme, elle est au cœur de la défense qu'on a quand on veut défendre l'idée que ces pièces sont très bien dans nos musées, je pense. Hein, voilà. Donc, on estime que c'est une façon de valoriser qui serait la meilleure possible, puisqu'on les érige dans notre panthéon à nous, j'ai envie de dire. On en fait des petites divinités dans nos musées. Et au fond, qu'est-ce que ça représente pour nous que ça trouve sa place chez ces personnes qui seraient loin de chez nous. Voilà, mais encore une fois, je suis très incapable de vous dire grand-chose là-dessus. Ouais. Voilà, oui, la question que je me demandais, c'était l'impression que j'avais eue. Alors, je n'ai pas lu Les impostures intellectuelles de Jean Bricmont et Alain Sokal. Alan Sokal. Et par contre, j'ai écouté pas mal d'interviews, des articles, des résumés, des comptes rendus. J'ai aussi vu, vous parliez de réactualisation du canular. Celui que vous citiez, je ne le connaissais pas. J'ai trouvé il n'y a pas longtemps un blog de jeunes auteurs, jeunes chercheurs qui sont un peu dans cette
continuité-là de Sokal, tout ça, qui rapportait des canulars, notamment dans la revue sur Alain Badiou. Voilà. Donc, en fait, ce que je remarque, et que, enfin, je ne sais pas si ça peut dire c'est une question, mais ce que je remarque, c'est que la critique qui va vraiment être adressée régulièrement par ces journalistes, par ces chercheurs, par toutes ces personnes-là qui tiennent ces discours-là, va beaucoup se concentrer sur le langage, une espèce de langage, comment dire, un langage qui, comme vous disiez, met tout au même niveau, des jeux de langage qui absorbent tout sans le comprendre et en donnant l'illusion d'une connaissance. Et pour le partager en partie aussi, enfin en tout cas pour me poser des questions, c'est un peu une question là-dessus que je me demandais, quoi. C'est qu'en est-il, quoi, je sais pas. Enfin, qu'en est-il? C'est vague. Il y a plein de choses. Non, mais c'est sûr que le rapport au langage, enfin, c'est une excellente question parce que c'est enfin, quelque chose. J'ai beau être très jeune, depuis que je fais ce métier, c'est des questions qui me travaillent et enfin, dont je vois bien que ça évolue. C'est-à-dire que le rapport de nos disciplines à langage, aux formes linguistiques presque, hein, vraiment a beaucoup évolué depuis ces 20, 30 dernières années. Voilà. Alors, ce que tu décrivais, Barbara, de Deleuze, Foucault, Lacan, Derrida même, à Vincennes, c'est des formes. Alors, je dis bien un rapport au langage parce que je pense, mais encore une fois, moi je peux pas en parler parce que évidemment j'ai pas vu ça, mais enfin, vous vous en rendez compte en ouvrant encore les livres hein, de ces grands auteurs, ils avaient un rapport à la langue qu'on ne peut, enfin que je pense on ne peut plus avoir dans le métier tel qu'il se fait aujourd'hui. Alors peut-être des personnes qui comme Barbara peuvent se le permettre, mais en tout cas je ne crois pas pouvoir me le permettre moi. Et probablement j'en ai pas le talent non plus. Mais donc voilà, donc le rapport au fond, alors le langage c'est beaucoup de choses, c'est à la fois les supports concrets d'expression, donc Barbara fait encore des livres, mais moi j'en ai pas fait véritablement. C'est pas la même chose d'écrire des livres et des articles, ça c'est pas du tout la même forme d'écriture. Voilà, on n'a pas le même espace et on n'écrit pas de la même façon. On n'est pas non plus d'ailleurs publié, enfin le processus de publication est très différent, donc ça aussi ça part. Donc il y a cet aspect-là, mais il y a aussi simplement le rapport au littéraire dans le langage, qu'on mobilise. Alors encore une fois, le médium contraint beaucoup ça, mais au-delà du médium, il y a aussi des dimensions propres d'écriture qui tiennent à la fois à des choix personnels, mais aussi à des formes d'encadrement disciplinaire et institutionnel. Bon. Le rapport au littéraire, le rapport à l'administration de la preuve aussi. Alors, est-ce qu'on veut parler de preuve ou pas d'ailleurs, une question qu'on peut se poser, mais bon, le rapport un peu à la description, on pourrait dire aussi. Tout ça, ça fait partie de dimensions qui, je crois, effectivement, sont au cœur des façons de faire le métier et qui ont, encore une fois, beaucoup évolué et qui sont un des éléments, je crois, central de ces controverses. Alors, ça a été... Enfin, alors, deuxième aspect sur lequel je veux revenir, c'est que cette question de nos disciplines comme des sciences du langage ou enfin, de la dimension linguistique, langagière de nos disciplines, ça aussi a été un débat qui a été au cœur de la réflexion, enfin, un de ces débats, hein, je veux dire, alors c'est pas, enfin, parallèle à celui des Science Wars. Un débat qui s'est joué dans nos disciplines, alors je pense surtout en anthropologie et en histoire, autour de quelque chose qu'on appelle le linguistic turn. Donc l'idée qu'au fond, y a une dimension dans l'écriture, enfin dans la science, qui est une dimension rhétorique, linguistique, une production de formes linguistiques et donc qui n'est pas assimilable, enfin qui n'est pas réductible à la simple administration de la preuve. Donc il y a une dimension, encore une fois, littéraire, linguistique, tout ce que vous voudrez. Donc en anthropologie, c'est les collègues de Californie, mais je n'ai pas suffisamment de mémoire pour en parler. En histoire, vous pourrez lire, Roger Chartier avait été à l'EHESS, ça avait été des débats importants au début des années 2000, à la fin des années 90. Je pense aussi, vous pourrez lire des choses dans... zut alors.
Décidément, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Vous pourrez lire des choses. Je vous en fais référence si je ne les retrouve pas d'ici la fin de la séance. Mais donc voilà. Donc encore une fois, l'idée que le rapport à la langue, il est au cœur de la production. Donc voilà. Donc ça, c'est pas des. Il n'y a pas de. Enfin, il y a pas de réponse toute faite. Hein. Je ne pense pas qu'il faille être normatif, prescriptif sur le bon rapport à la langue. On se fait un peu tous notre position. Et nos disciplines, je pense, sont vraiment pas au clair là-dessus. Et je pense que c'est en partie ça que révèlent effectivement ces canulars, la permanence de ces canulars. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, parce qu'il y avait quelqu'un qui demandait alors finalement la catégorie de déconstruction ou déconstruire. Quand est-ce qu'on situe sa naissance? Je ne sais pas ce que tu dirais, Nicolas. Quand est-ce que ça apparaît pour la première fois? Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est certain qu'en France, c'est vraiment les années 70, s'il faut mettre une date. Donc, il y a Derrida, mais tous les autres. Et c'est plus que seulement les sciences sociales, enfin la philo et la littérature. La littérature en tant que production d'écrit. L'enjeu à l'époque, c'était de déconstruire la représentation, déjà. Et si on dit déconstruire la représentation, c'est pas juste critiquer les représentations sociales avec tous leurs biais, c'est déconstruire, d'où l'enjeu de la langue, mais pas seulement, au cinéma. Hein, c'est à cette époque-là, vous avez eu dans les années 60 la nouvelle vague, et ensuite il y a eu la dysnarration dans les romans, il va y avoir en musique la déconstruction, ça va être entre autres les punks, etc. Et donc, je veux dire, il y avait un mouvement social de déconstruction sociale, en général, des institutions. L'attrait de la drogue, des voyages, de remise en question de l'État, de vouloir s'approprier le réel. Alors, c'est ça qui est paradoxal et qui porte à faux vraiment dans les critiques genre Solal, quand ils veulent attaquer tous ces gens-là, c'est qu'ils se situent juste au niveau des discours et de l'effet que produit le texte quand on le traverse en diagonale. Mais tout ça était basé sur des expériences sociales qui faisaient bouger les sociétés et toute la créativité. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Je pense, sur la déconstruction, comme sur beaucoup d'autres choses, je pense que la linguistique a joué un rôle considérable, la linguistique des années 60-70, pour préparer le terrain à ce qui va venir après, avec ce qu'on a appelé les postmodernes. Parce qu'une grande partie de tout, beaucoup de nos sciences sociales contemporaines s'est jouée dans la linguistique structuraliste de l'immédiate après-guerre. Je pense qu'il y aurait beaucoup pour faire une généalogie de tout ça, à aller chercher là-dedans aussi. Oui, je sais, je me souviens maintenant. C'était par rapport à la question de la preuve et le fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont intervenues avec les questions envoyées sur les technologies, la technique, les réseaux sociaux, enfin tout ça. Et c'est essentiel. C'est essentiel. Et d'ailleurs, ce qui a nourri au départ la pensée de Deleuze et Guattari en même temps que Deleuze, puisqu'il avait déjà écrit L'inconscient machinique, ils avaient tous les deux lu Simondon. Donc ceux qui ont posé des questions sur la technique, si vous ne connaissez pas Simondon, vous allez lire. Tarde. Donc la tour s'est beaucoup appuyée sur Simondon et Tarde aussi. Donc la tour avec le décalage puisqu'il est plus jeune. Donc pas les French Studies de la première génération. Mais c'est essentiel cette réflexion sur la technique. Et donc du coup aussi, la tour qui s'appuie sur Tarde, il faut que vous sachiez, puisque les controverses, elles existent de tout temps. L'anthropologie, c'est fondé ici, à Paris, sur l'opposition entre Durkheim et Tarde. Qui est au courant? Personne. Bon. Eh bien, figurez-vous que Latour et Karsenski, c'est ça? Karsenty, décidément. Mais en plus, j'ai pas assez dormi. Karsenty ont joué à la demande d'un département à Los Angeles, il y a plus de 10 ans, un dialogue entre Durkheim et Tarde qui n'était pas inventé. Hein.
c'était la transcription de ce qui opposait dans une conversation, un débat public, Durkheim et Tarde, et que tous les étudiants en anthropologie et en sociaux devaient commenter pour valider leur année, à l'époque. Hein? D'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que Tarde est décédé avant Durkheim, et on n'a plus jamais entendu parler de Tarde, mais pendant des décennies, jusqu'à ce que Simondon reprenne des choses de Tarde, et puis Deleuze et Guattari, puis Latour. D'accord? Et ça, c'est vraiment une filiation qui est très, très intéressante pour la technique. Et l'autre chose que je voudrais dire par rapport aux preuves, moi, je trouve que, justement, aujourd'hui, les réseaux sociaux avec les fake news ont complètement réactualisé la question des preuves, parce qu'on est obligé, pour survivre, d'aller vérifier les preuves. D'accord ? Ce n'est pas juste une question intellectuelle, épistémologique, de relativisme, je ne sais pas quoi. Hein ? Je veux dire, oui, tout cela est très relatif, mais relatif à notre survie. Et les techniques qui sont déployées par les gens qui maîtrisent l'analyse des réseaux sociaux à Taïwan, tous ces jeunes qui passent leur temps sur leur téléphone à vérifier les fake news, qui sont l'État de Taïwan qui est attaqué toutes les nuits par tous les hackers du monde, c'est juste extraordinaire. C'est une nouvelle culture de résistance. Et là, il y a des méthodes à utiliser, parce qu'on en a vraiment tous besoin. Hein, il n'y a pas que les fake news par rapport à ce qui se passe en Ukraine en ce moment. Les fake news, c'est non-stop. Tu évoquais tout à l'heure les conflits d'intérêts avec les entreprises. Bon, il y a deux personnes qui me demandaient, mais finalement, quelle est ma position politique ? Je pense que si vous traversez le livre, vous pouvez comprendre. Ce n'est pas obligé de déclarer comme une sorte de... je ne sais pas ce qu'on pourrait dire comme mot, mais enfin, peu importe. Pourquoi donner une forme anthropomorphisée, si j'ose dire, ou catégoriser où est l'ennemi? Ça bouge tout le temps, mais sur le fond, c'est la même chose. C'est sûr que le capitalisme est en jeu, mais aujourd'hui, le capitalisme est dans le monde entier. Il n'est pas qu'occidental. Donc, c'est tous les effets de cette économie dans laquelle on est, qui touchent à tous les niveaux de notre vie, dont on est moins conscient en ville parce qu'on est gentiment nourri par toutes les ressources extraites de tous les autres territoires qui ne sont pas urbains. Mais à vrai dire, l'extraction, elle est aussi en ville. Elle est dans les océans. Elle est par rapport à l'air, aux étoiles, etc. Le ciel qu'on peut à peine voir avec tous les satellites qui entourent la planète. Donc, je pense que c'est hyper intéressant pour vous tous là, qui vous intéressez à ces choses-là, mais aussi à la question de la preuve dans la circulation des savoirs, d'aller voir du côté des gens qui décryptent les réseaux sociaux. Peut-être prendre juste une dernière question, s'il y en a une. Je voudrais qu'on quitte la salle un petit peu avant la nuit pour qu'on puisse la laisser pour le groupe qui nous viendra après. Mais n'hésitez pas, hein, ce n'est pas une façon de vous brimer. Il reste un peu de temps. Je vais Non, ça ne va pas marcher. Il faut peut-être l'allumer. Hein. Il reste du temps. C'est plutôt une question sur notamment ce rapport extractiviste au monde et adressé à Barbara sur toute cette histoire que vous avez traversée et sur la figure de l'intellectuel d'État et notamment du rapport à l'institution, enfin de l'intellectuel. Et c'est des questions qui me traversent beaucoup en études environnementales autour de la subsistance. Et du coup, je me demandais, oui, dans toute cette trajectoire intellectuelle, est-ce que c'est des questionnements qui ont été évoqués dans cette histoire ou pas? Et voilà, le rapport à la matérialité de l'intellectuel, et les passages possibles, de ces départs dans les Cévennes, etc., que vous évoquiez, si vous pouvez revenir un peu là-dessus.
Oui. Non, mais il y a deux choses dans la question. L'intellectuel vis-à-vis de l'État, c'est ça? Oui, par rapport à l'institution et comment, par rapport à l'institution, on peut aller dans les Cévennes. Bon, Jean Monod, il a quitté l'institution. Bon, moi, dans notre master d'études environnementales, qui est le parcours 3 de savoir en société, on avait emmené les étudiants dans le Limousin à l'automne 2019 et on a sorti ce livre, Des énergies qui soignent en montagne limousine. Si vous lisez le livre, vous verrez, c'est pas du tout un travail comme on s'attend à avoir, interdisciplinaire ou spécifiquement disciplinaire, en SHS. C'est autre chose. C'est une narration collective très subjective avec la transcription d'entretiens de 3 guérisseurs différents qui vivent là-bas. Donc, moi, c'est cette matérialité-là qui m'intéresse. Parce que pour moi, pour faire référence, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses des travaux de Karen Barad? Comment tu te situes par rapport à elle? Tu n'aimes pas? Tu connais pas? Bon, parce que ça, je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui travaille dans l'interprétation donc des sciences. Je ne pense pas qu'elle s'inscrit dans ce que tu discutais là sur les science studies, mais voilà, qui aujourd'hui est très populaire dans plein de milieux qu'il étudie. C'est difficile, mais pour elle, et moi je suis convaincue de ça par un autre parcours, c'était aussi le discours de Ariel Saleh, qui est une scientifique australienne, de dire que l'esprit est dans la matière. Et que donc, il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre, mais il s'agit, et beaucoup de sciences, à leur façon, par toutes sortes d'expérimentations, travaillent à ça. Par exemple, vous avez tous peut-être entendu parler du blob. Le blob n'a pas de cerveau. Et c'est la forme de vie la plus vieille du monde. Et il se répand, il se reproduit, il peut dormir pendant des siècles s'il ne trouve pas à manger. Puis dès que le milieu est favorable, il recommence, et notamment, il mange des déchets. Donc, des choses comme ça nous font bouger aujourd'hui les sciences pour penser la matérialité. Et pas l'opposer à la spiritualité au sens de, voilà, il y a quelque chose de la mémoire, de l'esprit, au sens général, l'esprit des humains et des non-humains qui est dans la matière. Et comme nous sommes faits de la même matière que y compris la Terre et les étoiles, eh bien, nous sommes porteurs physiquement de bout de cette mémoire. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on arrive à l'entendre? C'est ça, réveiller les esprits de la Terre.